Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors, bonne nouvelle, j'ai reçu enfin le livre dont j'ai le projet de vous en faire le partage de son contenu. Je vous le réserve, ça sera une surprise. J'ai commencé à lire, je vous avouerai très franchement qu'en effet, le contenu de ce livre est assez détonnant. Si jamais vous devinez, vous êtes très fort. Non, on va commencer tout de suite par quelque chose qui vient d'arriver et qui est en lien parfait avec ma précédente vidéo que j'ai fait sur Palantir, alors, dans un modèle un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que vous avez vu cette vidéo parce que je pense que Palantir, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui à savoir. C'est-à-dire que un certain nombre de données, plus particulièrement les données de la DGSI, sont aujourd'hui traitées par cette société américaine, dont je rappelle, eh bien, on a des doutes sur le fait que cette société américaine aurait potentiellement la possibilité de laisser un backdoor. Vous savez, backdoor, c'est la porte arrière. C'est une expression qu'on attribue en informatique pour tout ce qui, en matière de sécurité, permettrait à un certain nombre de gens autorisé, on va dire, à rentrer dans les systèmes, collecter les données et ressortir. C'est voilà ce qu'on appelle un backdoor. Ce que vous avez, par exemple, si vous avez un iPhone, eh bien, les iPhones possèdent des backdoors, comme aussi les systèmes Android ont aussi des backdoors. Quasiment tous les grands systèmes aujourd'hui, y compris Windows grand public, ont des backdoors, c'est-à-dire que ce sont des portes arrière qui permettent à des services de renseignement de se connecter avec vos ordinateurs et de voir une certaine facilité, on va dire, de rentrer dans vos systèmes et de collecter les données qu'ils veulent. C'est d'ailleurs ce que utilisent un certain nombre de services de renseignement, et plus particulièrement en France avec les fameux boîtiers de collecte de données, c'est-à-dire que c'est un système qui se connecte automatiquement sur tous les systèmes d'exploitation des téléphones portables environnants, qui a un code permettant d'ouvrir le backdoor et d'aspirer toutes les données. Donc Palantir, voilà. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y, vous allez voir. Parce que c'est tout à fait en lien avec ce qui est en train de se passer. Au scandale, je crois que les Suédois, les Danois, je ne sais plus, auraient exfiltré un certain nombre de données, de communication de certains dirigeants européens. Alors évidemment, que ce soit Merkel, même Macron, on dit oui, ils sont quand même bien emmerdés parce que ouais, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Mais bon, nos amis américains. Mais on va quand même leur demander des comptes. Mais c'est nos amis, hein. Donc en gros, ça veut dire on va rien faire. On va rien faire parce que de toute façon, on n'a plus les moyens de faire quoi que ce soit vis-à-vis des Américains, puisque depuis les événements du 2001, du 11 septembre, les Américains ont supposé un certain nombre de jalons pour dire à un certain nombre de pays, soit vous acceptez ce qu'on vous demande, soit on vous torpille. Voilà. Donc, ça fait depuis maintenant plus de 20 ans que, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, il n'y a plus de secret pour Washington au niveau de nos dirigeants. Souvenez-vous d'ailleurs, sous Hollande, il y avait déjà eu un scandale comme ça avec la NSA. Et la rebelote. Alors, évidemment, on s'offusque en apparat, hein, parce que de toute façon, en réalité, qu'est-ce que vous voulez que l'État français fasse? Ils vont porter plainte contre le tribunal pénal international parce que les États-Unis font de l'espionnage contre les intérêts de la nation, de la République. Mais qu'est-ce que vous voulez, comme l'a dit très justement d'ailleurs un journaliste, il dit oui, mais finalement, nous aussi, c'est ce qu'on fait. On le fait aussi, c'est-à-dire qu'on va chercher, on va puiser, on va aller collecter, on va aller pirater des données, des informations chez les autres. Sauf que si, en effet, nous, peut-être, comme un certain nombre de pays, on essaie de le faire de façon discrète, force est de constater que les Américains, eux, n'ont plus besoin d'être discrets parce que, encore une fois de plus, parce que voilà, ils s'imposent là. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, souvenez-vous, nous avons été attaqués le 11 septembre 2001, donc vous avez accepté d'être en totale collaboration soumise avec nos services de renseignement. Et vu que nos sociétés, qu'elles soient des sociétés fédérales, services fédéraux, administration fédérale, ou des sociétés privées américaines, vous ne pouvez rien obtenir, vous ne pouvez rien faire
sans nous. D'où ma précédente vidéo sur Palantir, qui fait que aujourd'hui, la DGSI, si elle réussit aujourd'hui à collecter énormément de données sur vous, eh ben, elle en a tellement qu'elle n'a pas les moyens ou les techniques ou les technologies pour les traiter de façon courte. Et c'est pour ça que dans ma précédente vidéo, j'expliquais que finalement, lorsque les services français de renseignement ont essayé de trouver une société pour essayer de collecter, analyser, ressortir des données importantes parmi tout le flux, les milliards de gigaoctets de données que les services de renseignement collectent, il y a que deux sociétés, une israélienne et une américaine, et finalement c'est l'américaine qui a remporté le contrat. Sauf que ça, c'était en 2018. Depuis, là, encore une fois de plus, les services de renseignement, ou tout du moins un certain nombre de gens dans les services de renseignement, qui ont encore une certaine valeur de la souveraineté, etc., ont quand même posé le postulat en disant « Oui, non mais là, attendez, on ne peut pas continuer à travailler dans ces conditions. Il faut absolument qu'on ait une autonomie, il faut absolument qu'on ait une souveraineté en matière de traitement de données. » Donc actuellement, l'appel du pied a été fait à un certain nombre de sociétés, dont Thales, je crois, pour essayer de développer des applications, des algorithmes qui permettraient aux services français de renseignement d'être autonomes et de ne pas être dépendants d'autres sociétés extérieures pour pouvoir traiter dans des temps courts le gros flux de données qu'ils sont amenés à traiter. Donc, malheureusement, pour l'instant, on en est là. C'est déjà bien qu'il s'est quand même pris conscience d'un problème de souveraineté de données en matière de renseignement, parce que c'était pas forcément le cas en 2018 et en 2016 avant, puisque ça a déjà commencé en 2016, même si, oui, en effet, sur Internet, on trouve pas mal de gens qui déjà tiraient la sonnette d'alarme, trouvaient très inquiétant de confier à une société américaine comme Palantir de donner autant de données à traiter, et qui plus est, en sachant pertinemment que, même si pour l'instant personne ne l'a prouvé, même si je pense qu'à mon avis beaucoup de pirates ou hackers, qui sont des véritables génies de l'informatique, je pense, ont les preuves que Palantir a bien ce fameux backdoor. Oui, là aujourd'hui, en effet, au vu de la situation tant géopolitique que économique, vu la situation extrêmement fragilisée, extrêmement tendue entre un certain nombre de nos pays, alliés, amis, force est de constater qu'aujourd'hui, au sein des institutions françaises, il y a encore des gens qui sont un minimum professionnels et avec un minimum de conscience, avec une capacité de visibilité, je dirais, de l'avenir, ont quand même tiré la sonnette d'alarme que non, il faut absolument que la France conserve son autonomie en matière de données, en matière d'information, en matière de renseignement, et ne pas confier comme ça à des données, à des sociétés dont on sait qu'elles vont finir finalement dans la poche de Washington. Donc, cette affaire d'écoute ou de collecte de données sur des dirigeants comme Merkel, ou voire même Macron, etc., on n'est pas surpris. On n'est pas surpris, ça se fait, tout le monde le fait. Alors évidemment, quand c'est la Russie qui le fait, on le montre du doigt à la Russie, ah, la Russie, elle n'est pas bien, elle est méchante, etc. Ben oui, mais nous aussi, on le fait. Les Syriens le font très bien, d'ailleurs. Ils sont reconnus dans leur qualité en matière de renseignement. Les Israéliens, bien sûr, cela va de soi. Les Chinois, faut-il véritablement mettre en question leur qualité en matière de renseignement, surtout en matière de piratage d'ailleurs, puisque, je le rappelle, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a déjà presque 1000 attaques en provenance de Chine qui attaquent des serveurs aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, voire même en Russie, entre la Russie et la Chine. Ça y va. Donc le renseignement, c'est ça, c'est un jeu. C'est un jeu où, en fait, entre dirigeants, on se fait des poignées de main avec des grands sourires, mais on croise les doigts derrière, parce
en disant voilà, on sait qu'on t'espionne et on sait que tu nous espionnes. Donc voilà, c'est un jeu qui a toujours existé, même à l'époque de la guerre froide, même s'il y avait un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest, les Américains avaient fâcheuse tendance aussi à surveiller, à contrôler, à espionner aussi bien les Allemands de l'Ouest que les Français, les Espagnols, les Italiens, même les Britanniques. Donc là-dessus, il n'y a pas de secret. Donc voilà, c'était assez comique de voir encore ce genre d'informations qui finalement, quand on est un petit peu averti, ne surprend personne. Autre information et non des moindres, avez-vous le fameux Linky ? Vous savez, ce fameux boîtier intelligent qu'on vous a installé à l'extérieur, qu'on vous a fait comprendre que de toute façon vous n'aviez pas le choix, que c'était comme ça et pas autrement. 30 millions de foyers ont été équipés de ce système. Logiquement, c'était gratuit. Il n'y avait pas de surcoût, ni de facturation, ni d'abonnement, etc. C'est aux frais de la princesse, comme dirait l'autre. Sauf que les frais de la princesse a quand même ses limites. On vient d'apprendre qu'à partir de 2022, eh bien, tous les foyers équipés de ce fameux boîtier intelligent Linky devront s'acquitter d'une petite taxette de 130 €. Non seulement Linky va permettre à des gens de pouvoir collecter des données, encore une fois de plus, on y revient, puisque on prétend que c'est un boîtier intelligent qui va permettre de calculer votre consommation et de pouvoir éventuellement, à terme, adapter vos contrats et peut-être vous permettre de payer moins cher suivant ce que vous consommez. Sauf qu'évidemment, tout ce qui est donné, tout ce qui est composé de 0 et de 1, sont forcément des informations et des données qui peuvent être exfiltrées et utilisées à d'autres fins que ce pourquoi on vous a vendu le produit. Sauf que le produit qui était censé être gratuit, aujourd'hui il n'est plus gratuit, il est payant. Donc il va falloir que vous casquiez 130 € à l'usage de ce fameux boîtier. Donc je rappelle, on fait en sorte de vous faire comprendre que vous n'avez pas le choix de l'installer. Voilà. En gros, on appelle ça une arnaque. Autre information, et encore une fois, on reste dans le domaine des données numériques. À compter de 2022, les nouveaux véhicules qui seront vendus sur le marché devront être équipés d'une boîte noire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement, c'est que à partir de 2022, on va équiper votre voiture d'un mouchard. Un peu sur le même modèle d'ailleurs de ce que possèdent aujourd'hui les camionneurs. Donc voilà, donc c'est le Figaro qui nous apprend ça. Sécurité routière, ces boîtiers noirs qui inquiètent les automobilistes. À compter de 2022, tous les nouveaux modèles de véhicules devront être équipés de cet outil qui permettra de mieux comprendre les causes des accidents en enregistrant les gestes des automobilistes. La vitesse, la réaction du conducteur, le port ou non de la ceinture de sécurité, différents facteurs de risque sont généralement la source des accidents de la route et de leur gravité. Le Parlement européen s'est donné pour objectif, dans le cadre d'une réglementation votée en 2019, de donner aux autorités davantage de moyens pour contrôler ces facteurs de risque dans la foulée à un accident. J'ajouterais que derrière, il y a aussi les assurances. Parce que si les assurances aujourd'hui peuvent s'appuyer sur des données concrètes, comme quoi un automobiliste, quand il a eu un accident, même s'il n'est pas en tort, mais qu'il n'avait pas sa ceinture, il est fautif quand même. Résultat, dès l'année prochaine, les consommateurs européens devront s'attendre à trouver une boîte noire sur certains véhicules, ce qui ne va pas sans inquiéter certaines associations d'automobilistes. Sur le modèle de celles qui équipent les avions, ces boîtes noires sont destinées à collecter une foule d'informations importantes pour comprendre les causes d'un accident de la route. En gros, ça veut dire qu'on prétexte en fait d'essayer de comprendre les accidents de la route en espionnant tout simplement, ou en collectant, en enregistrant tout ce que vous faites. Exactement sur le modèle des avions. C'est-à-dire que si vous roulez sans votre ceinture, le boîtier le sort. Si, en plus de ça, avec l'évolution technologique, on installera des bornes sur les autoroutes ou sur les routes, qui indiqueront au boîtier connecté que la limitation de vitesse est à 110, et que si vous vous amusez à rouler à 130, votre boîtier numérique, il va l'enregistrer. Et que si jamais vous arrive un accident, au niveau de l'autorité, au niveau de la justice, au niveau des assurances, ils diront oui, en effet,
force est de constater qu'au vu du rendu compte et du procès verbal, vous n'êtes pas responsable de l'accident, mais il semblerait que vous n'étiez pas dans la limitation de vitesse, que vous étiez 20 km au-dessus. Donc par conséquent, vous êtes également fautif, puisque vous avez enfreint le code de la route. Donc au niveau de l'assurance, vous ne pourrez pas bénéficier de la totalité ou peut-être partiellement d'un remboursement, puisque de toute façon, voilà, vous êtes fautif. Voilà, donc je pense qu'à mon avis, on peut appeler ça très sincèrement un mouchoir. Pas un mouchoir. Oui, on peut prendre un mouchoir pour pleurer, parce que là, encore une fois de plus, c'est bien la démonstration que on a bien l'intention de vous donner, je dirais, une sorte de police de surveillance sur votre façon de conduire. On va rester dans le domaine du véhicule, de la voiture, puisque nous sommes aujourd'hui lundi 1er juin, et demain nous serons le mardi 2 juin. Et le mardi 2 juin, eh bien, tous les véhicules diesel qui ont été achetés en dessous de 2006 n'auront plus le droit de citer dans Paris. Eh oui, la chasse commence. Autre information et non des moindres, on revient sur le pass vaccinal. Comme vous le savez, que je vous ai dit, aux États-Unis, c'est la bataille politique entre ceux qui ne veulent pas et l'État fédéral qui voudrait bien en mettre un, mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, récemment, on a, je crois, la gouverneure du Alabama qui a signé un ordre exécutif à l'État qui interdit la mise en place d'un pass sanitaire Covid-19, et bien par contre en France c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'on est passé de non il n'y aura pas de pass, non c'est du complotisme, ah non on va peut-être mettre en place, puisque l'Union européenne a voté le pass vert, oui, on va quand même en mettre un en place parce que ça va permettre de mieux gérer, de mieux faire un suivi entre les gens vaccinés, pas vaccinés, et puis éviter de créer des clusters avec des gens qui ne sont pas vaccinés, même si ceux qui sont vaccinés pourraient éventuellement être contaminants avec un variant ou un Covid normal, vu que Eh ben non, médiatiquement, il y en a qui vous soutiennent que le vaccin va nous sauver du Covid-19, on va éradiquer la maladie. Oui, sauf que cela, personne apparemment a l'air de dire que non, le Covid, on va vivre avec. Il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a un certain nombre de maladies. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend souvent sur les chaînes de télé, dans les plateaux. Je fais référence à M. Nolot, qui lui veut une vaccination obligatoire, parce que le vaccin, ça permet d'éradiquer les maladies, on a éradiqué les maladies, etc. Non, M. Nolot, nous n'avons pas éradiqué des maladies. Nous en avons réduit les impacts, mais il y a un certain nombre de maladies qui existent toujours, même si elles ne touchent qu'une infime partie de la population mondiale. Un certain nombre de maladies qu'on croit avoir vaincues existent toujours, et je dirais même qu'elles existent, non seulement elles peuvent encore évoluer, mais demain elles peuvent très bien réapparaître. Preuve en est, l'Ebola. On fait de la vaccination pour l'Ebola, et bien ça n'a pas empêché qu'en Afrique, des campagnes de vaccination ont fini par créer un variant plus puissant, qui s'est étendu, heureusement pas à l'échelle mondiale, mais on a quand même réussi à en trouver en Inde, au Pakistan, jusqu'en Afghanistan. Évidemment, les laboratoires, étant donné qu'ils ont déjà le vaccin, ils ont déjà les traitements, donc on a adapté les traitements à cette nouvelle souche. Donc là, aujourd'hui, on est en train de faire des vaccinations, on est en train de faire des campagnes contre cette nouvelle souche Ebola. Mais je pense que là, on est, en France, on est carrément dans un dogme. Voilà, c'est devenu dogmatique. Le pass vaccinal est passé à l'Assemblée nationale, et le Conseil constitutionnel n'a trouvé rien à redire sur la mise en place d'un pass vaccinal. Alors, évidemment, dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'on va certainement appliquer le pass vaccinal dans un certain nombre de domaines. Il est évident que les restaurants, les bars, etc. ne vont pas demander un pass vaccinal pour leurs clients. Mais en revanche, pour tout ce qui sera événementiel, les musées, etc., voire les cinémas, pourquoi pas? Les cinémas pourraient éventuellement se voir obligés de mettre en place une logistique pour vérifier, contrôler le pass vaccinal. D'ailleurs, il me semble qu'un document qui circule
inclut les théâtres et les cinémas, les salles de spectacle d'une manière générale. Donc, je crois qu'on est actuellement en France à 30 millions, donc on est à peu près presque arrivé presque à la moitié au niveau des vaccinations. Alors je ne sais plus si c'est première dose ou deuxième dose, peu importe. Ce qui veut dire que depuis le mois de janvier, donc ça fait janvier, février, mars, avril, mai, nous sommes début juin, 6 mois. En 6 mois, on a vacciné la moitié de la population. Un peu moins de la population, en une dose. Donc ça veut dire que mois de décembre, espérons qu'au mois de décembre, peut-être qu'en effet, tous les Français seront vaccinés. Tous les Français, ça m'étonnerait. Parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas être vaccinés. Parce qu'il y a des gens qui ont des pathologies, des fragilités, qui font qu'ils ne pourront pas se faire vacciner. Donc ces gens-là, déjà, hop, voie de garage. Il y a des gens qu'on ne pourra pas obliger de se faire vacciner. Parce que si jamais demain, la France décide de passer une loi qui rend le vaccin Covid-19 obligatoire, là, j'ai envie de vous dire, mais la République, c'est fini. Je veux dire, ceux qui vont vous chanter dans vos débats, dans vos soirées, etc., la République, la démocratie, etc. Non, c'est fini, c'est terminé. Si demain, vos représentants à l'Assemblée nationale votent une loi qui oblige le vaccin, c'est terminé, c'est fini. C'est soit vous êtes des moutons et vous acceptez tout ce qu'on vous ordonnera de respecter, soit vous rentrez en dissidente, en révolution ou en résistance, etc. Mais il n'y aura pas d'entre-deux. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vu que c'est un État fédéral, 50 États, et vu que 50 États, dont un certain nombre sont entre les mains des conservateurs républicains, et que vu qu'on est toujours actuellement dans une situation de désunion totale de la population américaine, actuellement vous avez tous les démocrates, etc., qui sont vraiment dans la merde parce que Biden n'a toujours pas réussi à trouver le moyen de rassembler à la fois les modérés et les radicaux. C'est-à-dire que les modérés et radicaux, là, de toute façon, là, le divorce est acquis au sein du Parti démocrate, au sein des démocrates, entre guillemets, ce que j'appellerais les progressistes américains. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une fracture entre les progressistes urbains qui commencent à être un petit peu tarés du ciboulot et les progressistes plutôt ruraux, plutôt périurbains ou dans des petites villes, etc., qui, eux, ont quand même encore un contact, une relation avec la réalité, avec le réel de la société, tant sur le plan économique, social, religieux, etc., et qui se rendent compte que chez un certain nombre de progressistes des grandes villes, chez les woke, comme on les appelle, ça part complètement en couille. Ça part d'autant plus en couille que là, on a eu un décret qui a autorisé le drapeau BLM à être installé devant ou sur des lieux publics en fait, des États. Évidemment, il n'y a pas d'obligation, mais un certain nombre d'États, donc les États sont invités à promouvoir BLM, sauf que 2 jours après, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que la dernière fondatrice du mouvement BLM a finalement démissionné. Elle a démissionné suite à ses affaires, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su ou elle n'a pas pu justifier le financement des 3 maisons qu'elle s'est achetées en Californie dans un quartier huppé au-dessus de Malibu. Donc elle n'a pas su prouver que c'était soit de l'argent propre ou de l'argent qui ne sortait pas de son activité BLM. Force est de constater que si, en effet, elle a utilisé BLM pour se faire du pognon et elle a investi dans des maisons. Voilà. Donc là, du coup, elle a été obligée de démissionner. Alors évidemment, il y a eu une interview où elle s'est mise à pleurer, etc. Voilà, c'est pas juste, etc. Mais maintenant, ma poule, c'est que finalement, comme tes 2 copines, vous avez été exploitées par des philanthropes pour créer un mouvement et pour fédérer le mouvement et créer une sorte de consortium associatif, revendicatif, de défense des libertés, des droits civiques, etc. Et bien finalement là, vous avez perdu.
vous avez perdu votre bébé. C'est votre bébé aujourd'hui, il a été récupéré par des agents, des philanthropes, genre Fondation Ford et toutes ces fondations-là, etc. Hein, si je retrouve la vidéo que j'ai fait l'année dernière, au mois de mai, je crois, mois de juin, quand il y a eu les événements George Floyd, j'avais fait une vidéo décortiquant un peu les fondations qui financent tout l'arbre BLM, hein, l'arbre, parce que l'arbre BLM, il y a plein de sous-associations, etc. Je vous la mets là, hein, la vidéo, si je la retrouve. Je pense que oui. Donc voilà, donc du coup que le BLM tout d'un coup perde ses fondatrices, que le mouvement est donc récupéré entre les mains aujourd'hui de gens qui vont instrumentaliser évidemment BLM pour remettre un petit peu d'huile sur le feu dans certains endroits, etc. Et du coup foutre Biden dans la merde. Biden aujourd'hui est dans la merde. Il est sacrément dans la merde parce qu'il n'arrive pas à rassembler son propre parti. Aujourd'hui, son parti est encore plus divisé qu'il ne l'était à l'époque de Donald Trump. Parce qu'au moins, Donald Trump, il fédérait, il concentrait les mécontentements contre lui. Là, Donald Trump, il n'est plus là. Alors, évidemment, on essaie de rattraper un petit peu le jeu, c'est-à-dire que là, on commence à voir dans certains médias progressistes, oui, Donald Trump est en train de revenir, etc., avec ses partisans, et blablabla, etc. Sauf que, bon, prouve Donald Trump, aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il rassemble encore ces 70 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Mais vous inquiétez pas, Donald Trump, vous allez en entendre parler. Parce que vu que les démocrates aujourd'hui, vu que les progressistes n'ont plus rien à se mettre sous la dent pour essayer de focaliser l'attention sur les ennemis de la démocratie américaine, et qu'en ce moment ils sont en train d'essayer de faire passer les républicains, tous les républicains, pour ce qu'ils ne sont pas, puisque c'est une minorité de républicains, une minorité de conservateurs qui sont les gros tas de merde, mais la majorité des républicains, la majorité des conservateurs, moi je connais des Américains qui sont conservateurs, c'est pas des suprémacistes blancs, c'est pas des racistes, c'est pas des néo-nazis, mais c'est juste des gens qui, comme en France, ont une certaine vision de l'Amérique, une certaine vision de la société américaine, avec des valeurs, avec des traditions, etc., qui sont en train d'être démolis par tous les mouvements woke qui instrumentalisent à la fois la racialisation des problèmes de société, plus le communautarisme racial, religieux et surtout évidemment sexuel, hein, les orientations sexuelles, LGBT+, CQ et compagnie, ce que vous voulez. Et donc du coup, là on croyait que Biden allait être rassembleur, au contraire, il n'est pas du tout rassembleur. Je dirais même qu'il patauge complètement dans la semoule. Alors là, il y a eu ce week-end le Memorial Day qui est l'équivalent un peu des célébrations en général de toutes les guerres, mais je crois qu'il y a une autre célébration qui est le Veteran Day, ou c'est quelque chose comme ça. Et évidemment, là, tous les Américains ont profité, puisque là, on est aujourd'hui sur à peu près, je crois, plus d'une trentaine d'États qui aujourd'hui ont complètement un petit peu lâché les choses concernant les règles sanitaires. Là aujourd'hui nous pouvons nous promener à l'air libre sans masque, on peut aller dans certains magasins, dans certains endroits sans masque. Après c'est de la responsabilité suivant la superficie, suivant l'agression, etc. Donc il y a des normes qui sont appliquées dans certains États pour continuer à imposer le masque en intérieur. Mais on sent bien que là, ça commence vraiment à se décomplexer, à s'assouplir de plus en plus, parce que tout simplement, il y a la période estivale qui arrive, puisque là, aujourd'hui, les universités sont en train de fêter leur remise de diplôme, etc. Donc, d'ici une semaine, voilà, tout le monde va commencer à partir en vacances. Donc là, évidemment, il va falloir remettre un petit peu de l'eau dans son vin pour essayer de redonner ou de recouvrir, je dirais, la normalité économique d'avant, même si la normalité économique d'avant n'était pas florissante, n'était pas folichonne. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, le pass sanitaire en Europe, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que là, on sent bien qu'ils en ont strictement rien à foutre de l'opinion. En plus de ça,
Je rappelle quand même que on a fêté, je ne sais plus quel jeu, il y a quelques jours, on a fêté l'anniversaire du référendum de 2005. Vous savez, ce fameux référendum qui avait été organisé pour vous demander votre avis sur la Constitution européenne, à laquelle la France a dit non. Hein, mais sauf que 2 ans plus tard, M. Sarkozy vous a glissé une grosse carotte en passant par le Parlement pour faire passer le traité de Lisbonne. Parce que, je le rappelle, le référendum n'est pas une obligation. L'obligation, c'est de consulter sur un certain nombre de thèmes le peuple. Sauf que le peuple, c'est à la fois vous ou le Parlement. Et sachez que depuis 2005, il y a eu un certain nombre de modifications, un certain nombre de réformes sur lesquelles on aurait pu vous demander votre avis, mais on ne vous l'a pas demandé, puisque de toute façon, les référendums aujourd'hui en France, c'est terminé. Preuve en est, c'est que puisque sur le fameux plan environnemental de Macron, avec tous ces gens-là qui ont cru qu'ils allaient pouvoir participer à un grand projet, puis qui en réalité sont en train de se rendre compte qu'ils sont des dindons de la farce, avait dit oui, on fera par référendum et tout. Puis tout compte fait, non, tout compte fait, on va pas le faire. Ah non, mais il n'y aura plus de référendum en France, que ce soit bien clair. Et donc depuis 2005, comme je vous le dis, tout ce qui a été réforme, amélioration, apport, que ce soit au niveau constitutionnel, institutionnel, etc., on est passé par le Parlement. C'est pour ça que je vous dis la Ve République. Je pense qu'aujourd'hui, il faut y mettre un terme. Il faut remodeler la Constitution. Il faut redonner le pouvoir au peuple. C'est-à-dire interdire, ne serait-ce même que passer par le Parlement, lorsqu'il s'agit de modifications ou de réformes constitutionnelles et institutionnelles. Donc ce sera l'obligation de passer par le référendum. Et non pas de contourner le truc en serrant des paluches, à la limite pas serrer de paluches parce que si on a la majorité à l'Assemblée nationale, on va faire quelques forcings sur le Sénat et puis ça y est, on va laisser peser. Je rappelle, pour des modifications constitutionnelles, le gouvernement ne peut pas faire appel au 49.3. Il ne peut pas, ou le 16, je ne sais plus, l'article 16, je ne sais plus exactement quel article qui permet de forcer le Parlement. Là-dessus, la Constitution est très claire. Toute modification, apport ou réforme constitutionnelle, il y a obligation d'un avis soit du peuple, soit de sa représentation. Donc ils auraient tout prévu à l'époque. Donc voilà, c'est-à-dire que là, je pense que de toute façon, le pass sanitaire, est-ce qu'on peut espérer que le Sénat aille à l'encontre de ce que l'Assemblée nationale a voté ? Oui, mais ça passera en 2e lecture, c'est pas grave, à l'Assemblée, puis on refera le forcing, comme ils ont fait récemment, je ne sais plus avec quel texte, où finalement, il y a eu, vous vous souvenez, j'en ai parlé dans une vidéo, où le MoDem s'est braqué contre les En Marche, et quelques heures plus tard, ils ont fait en sorte de faire un second vote, et puis évidemment, là, le second vote, c'est passé. Donc voilà, je veux dire, si des lois, si le Parlement et voire le Conseil constitutionnel aujourd'hui plie aux exigences de l'élite, oui, comme je vous l'ai dit, votre République, vous pouvez torcher le cul avec. Elle n'existe plus. Elle n'existe que sur le papier, elle n'existe qu'à la télévision, elle n'existe que dans l'apparat, dans le décor. Mais en coulisses, vous êtes en train d'être des esclaves. Vous êtes en train de devenir des moutons. Vous êtes en train de, sans le savoir, ou peut-être vous en avez conscience, mais peut-être par manque de courage, etc., de ténacité, ou de prise de conscience, ou peut-être parce que vous êtes tout simplement dans le déni, eh bien de plus en plus, vous allez voir des libertés qui vont vous être supprimées ou modifiées. De plus en plus, on va vous interdire l'accès à un certain type de propriété. On va vous interdire d'avoir l'usufruit de certaines libertés, de certains droits qu'on va modifier, voire supprimer. On va détruire votre système social, votre fonction publique, puisque de toute façon on le voit bien aujourd'hui, destruction totale comme je l'ai déjà expliqué, destruction des États-nations, pour ensuite transphaser les pouvoirs à un système supranational,
par le biais du fait qu'on aura tellement foutu par terre le pays qu'il y aura soit guerre civile, soit émeute, soit chaos, soit guerre civilisationnelle, et on fera intervenir l'armée. Sauf que là, évidemment, avec les généraux, là, ça c'est un petit peu merdé, parce qu'ils se sont dit, bah oui, ça veut dire que si on utilise l'armée, il y a peut-être des chances que l'armée se retourne contre nous. Donc là, il va falloir trouver une autre issue, il va falloir trouver une autre alternative. Voilà, ils sont en train de pratiquer ce qu'on se doutait qu'ils pratiquent, c'est-à-dire la répression de tous ces généraux dissidents, qu'ils soient d'actifs ou à la retraite. De toute façon, on a bien vu le traitement d'un certain nombre de médias. Voilà, ces généraux, c'est des séditieux, de toute façon, c'est de la manipulation d'extrême droite, etc. Exactement comme d'ailleurs ces catholiques qui ont manifesté à Paris, enfin manifesté, ils n'ont pas manifesté, ils ont commémoré la mort d'un certain nombre de jésuites ou de prêtres, je ne sais plus, pendant la Commune en 1871, et ils se sont fait agresser par des gens d'ultra-gauche. Bon, eh bien, pour excuser le fait que l'ultra-gauche les a agressés, les a provoqués, on a inversé la valeur, c'est-à-dire, oui, mais c'est eux qui font la provocation, parce qu'ils commémorent la mort de gens, donc des religieux. Or, on est dans un pays laïque, donc ils n'ont pas, etc. De toute façon, ces gens-là, c'est des catholiques conservateurs, ultra-conservateurs, donc c'est l'extrême droite. Donc ça veut dire que tout ce qui est manifestation catholique, c'est forcément l'extrême droite maintenant. Voilà, en gros, c'est un peu le sous-entendu, vous voyez, qu'on entend sur cet événement. Sauf qu'évidemment, ça ne prend pas. Ça ne prend d'autant plus pas qu'évidemment, il y a eu ce sondage sur les 18-25 ans qui majoritairement seraient prêts à voter Marine Le Pen. Là, évidemment, ils l'ont un petit peu en travers de la gorge. Donc il va falloir trouver absolument des solutions pour inverser les vapeurs, etc. Il va falloir faire 3-4 sondages pour démontrer le contraire, etc. Donc voilà, je veux dire, le pass sanitaire, j'ai envie de dire, c'est la continuité de ce que je vous le dis depuis maintenant quelques années, c'est la destruction de l'État-nation, c'est la destruction de la souveraineté même du peuple. Donc voilà, je veux dire, donc demain vous allez vous retrouver avec un pass, voilà. Alors, donc si vous êtes vacciné, vous aurez le droit, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'aurez pas le droit. Voilà. Alors, évidemment, de certains endroits, mais je veux dire, si demain les théâtres ou les cinémas vont mettre en place le pass sanitaire pour autoriser les gens d'aller voir des films, ça veut dire que les gens non vaccinés ne pourront pas avoir le droit d'aller voir des films au cinéma. Ils n'ont pas le droit d'aller voir des concerts. Ils n'ont pas le droit... je veux dire, l'argument de dire, oui, mais non, c'est pour 1000 personnes, au-delà de 1000 personnes ou de 5000 personnes. Oui, bien sûr. Et puis après, une fois que ce texte-là sera rentré dans la loi, vous allez modifier la loi pour élargir les lieux, même si c'est des lieux qui sont de 90 ou 100 personnes. Et vous l'avez déjà fait, vous avez déjà joué à ce petit jeu-là, c'est-à-dire glisser un gros texte, le faire voter, le mettre en application, et puis derrière apporter des petits textes comme ça, catimini, personne ni vu ni connu. Et puis j'élargis le... Ben ouais, non, mais c'est comme le texte sur les dissidences, pas les dissidences, mais les séparatismes. C'est pareil, quand vous lisez le texte séparatisme. On ne vise pas quelque chose en particulier, on fait une allusion à un séparatisme islamique, mais le texte, en revanche, dans sa globalité, peut concerner toute forme de séparatisme. Donc on élargit le champ. C'est-à-dire que si demain vous rentrez ou créez un parti ou un mouvement contestataire qui demande le changement de la République, qui demande une nouvelle constitution, et qui s'oppose à l'autorité, eh ben on va considérer que vous êtes des séparatistes. Parce que la République est une. La République est religion. La Constitution est religion. C'est-à-dire l'idée de se dire que dans l'histoire, tout ce qu'on a cru être sacré, à un moment donné, ne l'est plus devenu parce que ne fonctionnait plus, parce qu'elle n'était plus efficace, parce qu'elle n'était plus adaptée, parce qu'elle était manipulée, a été corrompue. Donc, à un moment donné, on a tout fait péter, et puis hop, on a tout remis sur la table, et puis on a redessiné notre façon de faire. C'est pas parce qu'on considère aujourd'hui que la démocratie, c'est le super truc qu'il faut appliquer partout parce que c'est génial,
que c'est forcément ce qui marche le mieux. Ça marche bien pour ceux qui ont le pouvoir, mais le 1% ne représente qu'1%. Les 99%, qu'est-ce qu'on veut en faire? Des esclaves. Enfin, je ne veux pas relancer la polémique, le débat sur la démocratie et tout le tralala, etc. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement aux abois. Complètement aux abois sur des dogmes qui sont en train de s'effriter, qui sont en train de s'effondrer parce que ceux qui les défendent n'argumentent pas et ne font que de l'argument de conviction, comme ce fut le cas sur l'émission que vous avez peut-être vue chez Hanouna, où face à cette généticienne d'Orient d'Ancos, Nolo lui a carrément monté dessus, mais il lui monte dessus, mais sans argument, sans fait, uniquement de sa propre conviction qu'il faut vacciner tout le monde, tout ce que vous dites, tout ce que vous avez expliqué, etc., c'est irresponsable, etc. C'est irresponsable d'expliquer les choses. En gros, voilà, Nolo est en train de dire à la télévision devant une généticienne, lui qui n'est qu'un écrivain, éditeur, intellectuel, analyste politique, tout ce que vous voulez, mais qui n'a absolument aucune notion, aucune connaissance, aucune étude, aucune référence scientifique, est en train d'expliquer à une généticienne que ce qu'elle explique, ce qu'elle décortique, c'est irresponsable. Si vous voulez, c'est un peu comme si quelqu'un, à un moment donné, disait à quelqu'un qui achète une voiture, le client demande, tiens, pouvez-vous m'expliquer comment fonctionne le moteur de cette voiture? Et que le vendeur lui dise, non, vous n'avez pas le droit de savoir. Vous pouvez juste avoir le droit de conduire le véhicule. Tout ce qui est à l'intérieur du moteur, vous ne devez pas en savoir plus. Voilà ce qu'on est en train de vendre aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire, on vous vend des préceptes, on vous vend des concepts, mais ces préceptes et ces concepts sont énormément apportés, amenés, endoctrinés par des gens de conviction, et qui ne se rabaissent même pas à expliquer, qui ne se rabaissent même pas à décortiquer, à argumenter, à donner du factuel, pour donner raison à leur façon de voir les choses. Et d'ailleurs, dans les débats, c'est ce qu'on voit de plus en plus. On voit de plus en plus une confrontation entre des gens qui ont de l'argument et des gens qui ont de la conviction. Et souvent, ceux qui ont de la conviction, se rendant compte qu'en face d'eux, ils ont des gens qui ont de l'argument, eh bien, pètent le débat, coupent la parole, commencent à provoquer, voire limite insulter, pour faire monter un petit peu la sauce. Et finalement, vous, téléspectateurs qui êtes derrière l'écran, vous êtes en face d'un débat qui est incompréhensible, qui est inaudible. Et du coup, vous ne pouvez plus capter les éléments, capter les éléments de langage, capter les éléments factuels, capter les arguments, capter les détails, capter les explications. Vous n'avez plus qu'un brouhaha de gens qui s'engueulent, qui gueulent plus l'autre que l'autre, parce qu'il faut absolument éviter que les gens comprennent, entendent, et à un moment donné se disent « j'ai une question ». Et cette question, je veux une réponse. Sauf que ceux qui sont évidemment dans le convictionnel n'ont absolument pas les réponses à ces questions, puisqu'eux, ils sont là pour vendre de l'idéologie. Ils ne sont pas là pour l'expliquer, ils ne sont pas là pour la décortiquer, ils ne sont pas là pour la justifier. Ils sont là juste pour vous dire, vous devez penser comme ça, parce que c'est bien, et pas penser comme ça, parce que là, c'est mal. Voilà. On est dans un débat extrêmement primitif, extrêmement réduit, extrêmement simplifié. Et d'ailleurs, regardez les réseaux sociaux, de plus en plus, on est confronté à ce genre de gens. Des gens, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, qui vont vous monter dessus, qui vont vous insulter, qui vont vous cataloguer, qui vont vous étiqueter, qui vont essayer de vous faire passer pour un débile, pour un facho, pour un nazi, pour un raciste, pour un homophobe, parce qu'ils veulent éviter que ceux qui vont rentrer dans la conversation, à un moment donné, se disent « Ah, là, celui-là, il pose une question quand même pas conne. » Pas éveiller les gens. Tous ces trolls, tous ces gens qui s'incrémentent parfois dans les conversations, ou parfois qui donnent leur avis, mais qui ne donnent pas d'avis, qui donnent juste ce qu'ils répètent comme des perroquets depuis l'idéologie du bien-pensant. Et bien aujourd'hui, sur le pass vaccinal, c'est exactement la même chose. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sur le pass vaccinal, eh bien, vous entendez toujours les mêmes choses. C'est oui, mais le pass vaccinal, si ça peut pousser tous les gens à se vacciner, c'est bénéfique. Oui, c'est bénéfique, mais ça pose un problème quand même éthique, au niveau des libertés.
Ouais, mais à la limite, la liberté, on se torche le cul avec. Parce qu'on est en pandémie, parce qu'on est en danger. Donc il faut recouvrer la liberté, la normalité. Mais la normalité, vous ne la retrouverez pas, puisque en faisant la promotion de ce que vous voulez, avec les vaccins, de ce que vous voulez avec les passes, vont supprimer des libertés que vous ne retrouverez pas. Vous ne les retrouverez pas, ces libertés-là. Et là, tout d'un coup, oui, de toute façon, ça, c'est des idées conspirationnistes, vous êtes bien facho et tout le tralala, etc. Enfin, vous dites, ok, bon, on est mal barré. Donc voilà, c'est... le pass sanitaire, je dirais, est à peu près à l'image de ce qu'on a pu voir précédemment dans les années, depuis les quelques dernières années, etc. C'est-à-dire des concepts qu'on nous vend comme quelque chose d'utile, comme quelque chose de bénéfique, comme quelque chose d'indispensable, mais qui en réalité derrière cache une suppression, une disparition, une oblitération de droits, de libertés, de principes et de fondamentaux. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que vous portez bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et ne vous inquiétez pas, je vous informerai de ce prochain livre dont je vous ferai un petit peu la décortication. Ça se dit décortication? Dites-le dans les commentaires si ça existe. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, moi je m'appelle Manuel Valls. portez-vous bien.